Jungle. Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers de l'NDE, nous sommes au numéro 61. Nous décryptons l'actualité des différentes sélections, les joueurs, le staff technique, les COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Et ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Avec au menu les éperviers dames en chantier pour les qualificatifs CAN 2024. Double confrontation avec Djibouti à Lomé. Kaïton Métier a dévoilé sa liste avec une colonie de joueuses expatriées. Analyse dans un instant. Éliminatoire mondial féminin 2024 des U20. Les éperviers filles U20, après leur désillusion à domicile, sont à Bissau pour la manche retour cet après-midi. Quel espoir pour une éventuelle qualification. Et puis, dernière journée des qualificatifs CAN 2023 chez les éperviers hommes. Le Togo affronte le Cap-Vert pour l'honneur ce dimanche au temple de Kégué. Alors, dans quel état d'esprit les éperviers joueront donc cette rencontre? C'est la grande interrogation. Et puis, Togolais en club, l'actualité des Togolais à l'étranger, on verra bien s'il y a quelques informations à prendre. Et puis, l'attente des auditeurs à vous l'antenne également, donc de la partie dans le nid des éperviers de l'NDE, c'est avec la technique Pélagie Mekoum, à la caméra comme d'habitude et l'homme à devant. Et puis, au studio, on est là, ils sont là. Franck Nounyama et Angelo Polique pour décortiquer les sujets. Peut-être que nous pourrions avoir Chéri Adjoblé pour le compte de Ben Sergio qui organise également donc ce match du dimanche prochain. La présentation, appelez-moi Aimé Lebon. DLN2, c'est parti. Allez, on se retrouve donc dans cette émission et comme nous le disions, nous sommes vendredi et chaque vendredi à pareille heure, on se retrouve toujours pour décortiquer certains sujets liés aux sélections nationales du Togo. Voilà. Franck, bonjour, merci d'être là. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous, bonjour Angelo. Oui, Angelo, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour Franck, bonjour à tous. Ça va? On gère, ça va. Oui, on gère, ça va. On gère quotidiennement. On va commencer avec écoutez, le premier sujet. On sait qu'il y a toujours les actualités des éperviers dames. C'est un peu ça. Depuis quelques semaines, on en parle parce qu'elles sont en principe à l'honneur, même si, disons, ça ne semble pas marcher comme on l'aurait souhaité. Avec d'abord les éliminatoires mondiales féminines 2024 des U20. Les filles, les éperviers filles U20, qui après donc leur désillusion à domicile, elles sont à Bissau donc pour la manche retour cet après-midi. Franck, ça peut être une surprise cette défaite. Oui, on attendait tout sauf cette défaite parce qu'on se dit oui, le Togo et la Guinée-Bissau, c'est peut-être on va dire un peu un cran au-dessus pour le Togo, oui, en matière de foot féminin, mais la surprise a été grosse de constater après que oui, la Guinée-Bissau a des choses dans son sac et oui, qu'elle est venue vider ici sur le Togo. 3-1, les hommes ou bien les filles de Kwakpokumi ont ouvert le score après en deuxième mi-temps, elles n'ont plus existé. 3-1 à l'arrivée, c'était quand même surprenant. Maintenant, le retour, c'est cet après-midi, on verra bien. Mais il n'y a aucun espoir là-dessus pour moi. Rappelez-vous, Franck, après le match, je vous appelais et vous me disiez oui, que ça fait 3-1. 3-1 et j'ai dit, mais elles n'ont marqué que 3 buts. Et j'ai dit, c'est le contraire. Mais j'étais sidéré, voyez-vous, parce que j'attendais tout sauf ça. Angelo, vous croyez à quoi? Je croyais à un succès du Togo. Oui, la Guinée-Bissau restait une curiosité. L'on se posait la question, est-ce que le foot féminin est développé dans ce pays? Il faut reconnaître jamais on a vu comme cette équipe se produire quelque oui, part. même si le sélectionneur avait clamé haut et fort qu'il a déjà vu plus d'une fois les matchs de la Guinée-Bissau lors de certains éliminatoires. Je suis resté perplexe parce que sincèrement je me suis dit tiens, 3 buts, le Togo n'en a marqué qu'un
ça veut dire que la manche retour va être super délicate. Les éperviers dames U20 étaient à la maison, devant leur public, une façon d'avoir une dose de confiance nécessaire pour renverser l'adversaire, mais non, ça n'a pas été le cas. Et puis derrière, voilà, on a senti que l'équipe s'est totalement dégonflée, a pris 3 buts. Et la manche retour, je ne veux pas du tout m'aligner là-dessus. Ça fait mal, mais soyons réalistes. Les Bichao guinéennes, hein, parce que là, l'occasion, elle est toute faite. Hein. Elles vont tout faire, ne serait-ce que d'abord pour préserver les 2 buts d'avance, mais aussi à la maison, faire tout pour marquer encore des buts au Togo. Donc, je ne sais pas combien les éperviers dames vont prendre. C'est en cela, pour terminer, je dis oui, il est bien de pouvoir participer à des éliminatoires et tout, mais la question qui reste posée, est-ce qu'on est réellement prêt pour affronter les autres nations, même si, entre guillemets, ces nations-là, il y a un silence qui se fait autour, mais en interne, on sent qu'il y a du travail qui se fait. Merci pour cette analyse, ces analyses, si vous voulez. Hugues Vignon-Atipo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Aimé, bonsoir Angelo, bonsoir Franck, bonsoir à tous les auditeurs. C'est que c'est vous qui représentez donc Ben Sergio Sport. Ben Sergio, voilà, c'est la structure qui organise le match de dimanche prochain. On va revenir tout à l'heure. Mais on parle donc de cette surprise de la Guinée-Bissau sur le Togo à Lomé. Comment est-on arrivé donc à perdre aussi facilement cette rencontre à domicile, selon vous? Alors, selon plusieurs analyses que moi j'ai faites personnellement, je crois qu'il y a eu des erreurs de casting, quelque part. Parce que ce n'est pas l'image d'une équipe qui avait joué quelques matchs amicaux qu'on avait vus ici. Ce n'est pas cette image qu'on a vue dimanche dernier au stade de Kéké contre cette équipe bissau-guinéenne. Il y a des joueuses qui sont restées ailleurs? Selon les informations, l'entraîneur n'a pas aligné tout son effectif. Parce qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, des erreurs de casting. Elles étaient où? On parlait des joueuses qui avaient déjà 20 ans et qui ont participé à des séances d'entraînement. Okay. Alors que nous sommes dans une compétition où c'est les moins de 20 ans. Alors, à la décharge finale, il ne pouvait pas aligner ces joueuses, alors que ces joueuses constituaient son ossature. Donc, déjà, il y avait un problème. Et sur ce match-là, on n'a pas reconnu cette équipe parce que déjà on menait en première mi-temps, on menait 1-0 et on se disait, voilà, cette équipe allait faire une bonne production en deuxième mi-temps. Et d'aucuns disent que la pelouse, les glissades, les crampons n'étaient pas adaptés. Voilà, donc je pense que nous n'étions pas vraiment prêts pour cette compétition. Bon, ce n'est le match aller. J'espère que l'entraîneur a pu tirer les leçons de cette défaite et que cet après-midi à Bissau, il va peut-être nous surprendre. Mais comme l'a dit Angelo, il est difficile quand même de s'aventurer quand même sur l'issue de ce match retour. Attendons de voir si les éperviers U20 pourraient quand même nous faire la surprise. Je ne sais pas jusqu'où... qui voulait jouer? C'est Franck, oui, mais j'allais dire que je ne sais pas jusqu'où on pourra apprendre mieux parce que déjà l'équipe était allée à je crois c'est à Abidjan pour un tournoi UFOA B. Ouais. On est revenu avec disons un paquet de défaites, voyez-vous. Et puis bon on reprend, on a pu battre la sélection A 2-0. Et puis on s'était retrouvé au ciel. Et le temps de descendre, finalement, je ne sais pas trop. Hein. La Terre a disparu. La Terre a disparu. Franck, alors je veux dire, est-ce que les filles, je reviens avec cette question que je vous avais posée la semaine dernière, les filles ont-elles vraiment compris pourquoi elles vont à cette compétition? Est-ce que c'est les filles qui doivent comprendre? On les a ramassées, on leur a demandé d'aller jouer. On les a demandé d'aller jouer.
Donc, ce n'est pas les filles qui doivent se poser des questions, c'est ceux qui dirigent le football togolais. Je parlais de la fédération. Quel est leur objectif? C'est de s'engager pour s'engager ou bien c'est de faire les choses comme il se doit? Prendre le temps de préparer une sélection et qui puisse représenter le Togo. Moi, je pense qu'on a fait, on va dire, quelque chose à la va-vite. On dit, Théophile Kpakpo-Koumi, bon, on va trouver des filles, bon, mets-les en place et puis on va disputer un tournoi d'une fois. Quand Hugues parle donc d'un problème d'âge. On sait qu'on va jouer une compétition des moins de 20 ans. On va prendre pour ossature des filles qui ont plus de 20 ans. Donc voilà pourquoi je dis, on les a ramassées. Il n'y avait aucun objectif. Je disais ici, il y a une semaine, mais on ne peut rien demander à Théophile Kpakpo-Koumi de jouer pour qualifier cette sélection pour la Coupe du Monde. Non, d'ailleurs, il y a plusieurs tours. Même si le Togo passait le cap des Bichao guinéennes, après, on va buter. Donc aujourd'hui, ce n'est que logique ce que nous sommes en train de voir. Moi, j'ai dit d'entrée qu'il n'y aura aucun espoir. Mais pour les éperviers dames U20, la Guinée-Bissau va faire le travail. Ah, mais Angelo, j'allais poser la question, mais Franck dit déjà qu'ils ne connaissent pas. J'allais juste toi poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un espoir pour une éventuelle qualification? Oh, sincèrement, je suis optimiste de nature, hein, mais quand les choses ne sont pas à la bonne place, avec les bonnes personnes, sincèrement, c'est... Oui, une fois passant, le miracle peut avoir lieu, mais ça ne sera jamais continuel. Au Togo, au niveau de toutes les sélections, de toutes les catégories, le péché mignon, c'est qu'on veut avoir tout de go des succès one shot. Et quand on l'a, vous l'avez dit, on est dans l'euphorie, dans l'extase. Pendant ce temps, les années qui pointent à l'horizon, on ne prend pas le temps de pouvoir se projeter là-dessus. Et pour revenir sur l'aspect dont on parlait tout à l'heure, Hugues, mais c'est quand même écœurant de voir cette situation. Quelque part, ça se comprend. Dans les clubs, on a l'impression qu'on a une génération de joueuses. Ça se comprend comment? Oui. Mais finalement, comment est-ce qu'on établit les licences pour les joueuses, pour les joueurs, tout ça là? Parce que je crois savoir quand même qu'il y a aujourd'hui une informatisation et un système donc, qui enregistre les joueurs par rapport à leur âge. C'est sûr qu'il y a aujourd'hui ces âges ou ces licences qui sont fichées, naturellement pour un championnat, mais je vais beaucoup plus parler d'une génération de joueuses qui semble être vieillissante. Quand je dis vieillissante, c'est quand même peut-être au-delà de 20 ans déjà. Mais on a dit U20, c'est-à-dire moins de 20 ans. Mais justement, moins de 20 ans, mais allons chercher si parmi la catégorie des moins de 20 ans, est-ce qu'on a la qualité? Est-ce qu'on a des joueuses capables? C'est pour ça qu'il faut aller chercher les joueuses qui n'ont pas l'âge. Non, je ne dis pas ça. Je ne suis jamais, ni aujourd'hui ni demain, pour la fraude sur l'âge. Au grand jamais. Maintenant, je me pose la question de savoir, les joueuses que l'on a sous la main, est-ce qu'elles ont la qualité de pouvoir mériter le maillot, sinon la tunique jaune, et représenter dignement notre pays? J'ai assisté à 1 ou à 2 séances de Théophile Kpakpo-Koumi, je l'ai dit ici. Vous sentez qu'il y a tellement de travail à faire, ne serait-ce que sur les contrôles, sur les passes en transition, sur le replacement, sur les mouvements des joueuses. Il y a beaucoup de choses à travailler. Cela veut dire qu'en amont, au niveau des clubs... Il y a tellement de déchets que, il faut vraiment laisser passer. En amont, c'est vraiment compliqué quand ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas en équipe nationale. Quand on vous apprend un déplacement sur un ballon arrêté, quand vous demandez à faire une passe en équipe nationale, ce n'est pas possible. La réalité, elle est là. J'espère simplement que, on ne va pas prendre un panier à Bichao, peut-être limiter la casse, mais sincèrement, ça risque d'être très, très compliqué pour la suite. Tout à l'heure, sous les coups de 16h, on va donc sur cette explication entre la Guinée-Bissau et le Togo, justement, donc pour le compte de cette manche retour, à rappeler quand même que les Togolaises ont été désillusionnées à domicile, bien sûr, le dimanche dernier. 3-1 pour la Guinée-Bissau, c'est un peu ça. Bon, on revient. Deuxième sujet, on va rester donc avec les dames, puisque nous parlons donc de l'actualité des dames. Aujourd'hui aussi, les éperviers dames, seniors bien sûr, qui sont en chantier pour les qualificatifs CAN 2024. Et cette double confrontation avec Djibouti à Lomé, voilà. Kaito Meti qui a dévoilé sa liste avec une colonie de joueuses expatriées. Franck, je voulais dire, elle a fini par trouver solution.
Oui, mais on savait que c'est ce qu'elle va faire parce que les joueuses qui évoluent ici, beaucoup parmi elles manquent cruellement de compétition. Sur les derniers stages qu'elle a eu à faire avec ces joueuses, elle parlait, on va dire, de conditions physiques. Il y a peu qui avaient respecté, on va dire, la VMA. Donc, il va falloir travailler. C'est des lacunes qu'elle a relevées. Et on disait exactement qu'elle devrait s'appuyer sur la légion étrangère si elle veut faire la différence face à cette sélection djiboutienne. Donc, je pense que c'est ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de surprise là-dedans parce que ici, le championnat vient de commencer. On joue à tâtons, on arrête parce qu'il y a ci, il y a ça. Donc, c'est difficile de compter sur des filles qui sont ici au plan local. Il va falloir aller chercher dehors, voilà, parce qu'elles, au moins, elles ont peut-être la condition, elles peuvent respecter la VMA et tout ce qui suit. Donc voilà. Angelo, quelles sont celles qui ont pu avoir la chance de figurer dans cette liste de Kaïtomiti? Alors, on pourra noter les présences de la fille Dogli, qui a mis le terrain pour un temps soit peu arriver, pourquoi pas, à gérer ce vide-là en l'absence de Nathalie Badaté. Il y a également Salou Fatima, qui est une très bonne joueuse. Elle est blessée, Badaté. Oui, elle est blessée, exactement. Salou Fatima de l'Académie Amé du Monde. Oui, les habitués également, on pourra bien les citer, Odette Nitengman et puis Amiratoun Djambara, qui évolue du côté du Maroc. Voilà un secteur qui est tellement compliqué en l'absence de Nathalie Badaté pour Kaïtomiti. Elle a ouvertement reconnu comme quoi pour cette double confrontation, là où elle commence à se gratter un peu la tête, c'est à ce niveau-là. L'autre aspect de difficulté pour elle, c'est au niveau des gardiennes. Oui, je vois qu'au niveau des gardiennes, Amé Amokoulou, celle qui a fait la Coupe d'Afrique des Nations, est appelée. La dernière fois, certes, elle était dans le match Athleta Ami du Monde. Est-ce que ça rassure? Possible. Mais toujours est-il que c'est à elle de trouver la bonne mixture entre les nouvelles appelées et les anciennes, mais visiblement, elle va faire beaucoup plus avec celles qui arrivent de l'étranger pour jouer contre le Djibouti en aller-retour. Et on compte sur qui? Oui, j'ai parlé de Wedi Koumafi, oui. Elle sera là, naturellement. Amiran Djabara, puis pourquoi pas Odette Ntinini Tengman. Tatiana Kayaba également peut susciter, on pourra dire, la décision de Kaïtomiti à être aligné en début de match et animer l'attaque en l'absence de Gastalia, également blessée. Elle ne sera pas du voyage pour défier ou bien jouer contre le Djibouti. Voilà, entre autres des joueuses sur lesquelles Kaïtomiti peut s'appuyer pour jouer cette partie-là. Ben Hugues, là on parlait donc de la Légion étrangère qui a regagné donc le Bercail pour cette double confrontation. Kaïtomiti, elle veut, on a envie de dire, elle veut envoyer un signal fort déjà pour ses éliminatoires. Oui, elle veut envoyer un signal fort étant donné que le Togo veut continuer sur une certaine dynamique au niveau des seniors. Après la CAN qui, n'a pas tout été une aussi grande réussite, il faut maintenir le cap avec cette génération de joueuses, avec les Amira et les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, la difficulté majeure de Kaïtomiti, c'est d'arriver un peu à faire des regroupements ponctuels ici au Togo, avec l'ossature togolaise pour un peu, à l'approche de ces grands matchs, appeler quelques professionnels pour qu'il y ait un certain dosage, une certaine mission. Mais on comprend qu'il n'y a pas de niveau vraiment ici. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de niveau. C'est vrai mais ces joueurs ont quitté ici également pour aller. Oui, c'est donc pour compléter le travail qu'il faut de temps en temps faire donc des petits regroupements. Mais aujourd'hui, avec le début du championnat et des joueurs un peu éparpillés, il y a certains aussi qui jouent à l'intérieur, notamment dans le club de ASCO féminine et autres. Elle a véritablement de la difficulté pour regrouper ces joueuses, pour travailler un peu sur la condition physique, surtout sur la condition physique, pour que ces joueuses-là puissent être dans une forme maximale avant le début des compétitions. Alors, elle a besoin un peu d'avoir la Légion étrangère qui bénéficie un peu de meilleures conditions de travail, qui, la plupart, jouent dans le championnat du Royaume chérifien et en France, pour
essayer quand même de donner une certaine homogénéité. Avec l'arrivée de Wedikou, de la Légion marocaine, je pense qu'elle peut faire, cette équipe sélection peut faire quelque chose. Et il y a aussi un autre avantage, c'est le fait de jouer Djibouti en aller-retour à Lomé. En tout cas, on a déjà joué. Oui, bon. Guinée-Bissau à Lomé, elle nous a gagné. Donc, oui, bon, ça peut. L'effet de jouer à domicile aussi peut compter. Donc, il n'y avait pas cet effet du dimanche dernier. Bon, cette fois-ci, nous parlons des seniors. Il y a quand même un groupe qui est là, et une ossature qui est là, sur laquelle peut compter Kaïta Miti. Franck, alors, on va dire simplement que ces inquiétudes pour le moment sont levées à partir de cette ossature qu'elle a rappelée. Alors, j'allais dire, le Togo peut-il maintenant, ou le Togo est-il prêt maintenant pour cette nouvelle aventure? Maintenant qu'on a tous, l'ossature, elle est contente. Maintenant on peut y aller. On sait que depuis la participation historique à la CAN, il n'y a pas eu de travail conséquent derrière. On a dû laisser encore passer du temps, et c'est lorsqu'on voit les compétitions à l'horizon qu'on saute dedans et qu'on dit oui, maintenant on va faire quelque chose. C'est les mêmes problèmes. On amène le même disque, les mêmes chansons. Et ça risque de rayer finalement. S'il n'est pas encore rayé, bien sûr. Voilà. Donc, la chance de Tometi Kaï sur cette double confrontation contre la sélection djiboutienne, c'est parce qu'elle a des joueurs qui ont, on va dire, une certaine expérience. Pas une expérience certaine, mais une certaine expérience. Une certaine expérience. Voilà. Donc, elle peut compter sur elle parce qu'elle continue de jouer là où elle évolue. Les Mafi Wedikou, les N'Djambara, les Niteng et les Koudoukalo, ça peut faire la différence. Maintenant, il faut faire attention, il ne faut jamais avancer sur un complexe de supériorité. Voilà, c'est aussi ça surtout. Alors, l'adversaire pour ce premier tour, c'est bien Djibouti. Angelo, alors, doit-on considérer que la qualification est assurée pour ce premier tour? Oui, pour le citoyen lambda, en tout cas, c'est assuré. C'est presque assuré. Parce que le football n'est jamais une science exacte. Vous parlez maintenant frein à main. Bon, allez-y quand même. Oui, frein à main. Avec tout ce qu'il se passe, la Guinée-Bissau est un exemple d'il y a quelques jours. Et attention, ce qui est réel, c'est vrai, quand vous regardez un peu le football djiboutien, ce n'est pas aussi, voilà, ce qu'on peut c'est tout ce qu'on avait dit de la Guinée-Bissau. Avoir comme référence, même au niveau masculin. Donc, quand vous n'avez même pas un stade homologué aujourd'hui qui peut accueillir des compétitions, ça veut dire que au fond, vous avez des difficultés en interne. Maintenant, attention, ce que je peux quand même révéler avec une forme de certitude, c'est que toutes ces joueuses appelées par Kaïta Miti ont déjà fait l'expédition marocaine entre-temps. Elles connaissent en tout cas la compétition. Là où le bas blesse, c'est la gestion du match. Ça, c'est très important. À un moment donné, pour moi, dans les différents secteurs, que ce soit au niveau de la ligne de but, la défense, le milieu de terrain, l'attaque, il faut qu'on arrive à situer les responsabilités vis-à-vis de chaque joueuse, capable en tout cas d'être ce lien de courroie ou ce lien de formation. C'est les joueuses qui ne gèrent pas ou bien c'est la sélectionneur? Moi, je pense que c'est les deux. C'est les deux. À un moment donné, le staff technique doit toujours lire le jeu et voir le secteur dans lequel forcément ça ne marche pas. Ou peut-être, il y a dans un couloir droit ou dans un couloir gauche, il y a une faiblesse de l'équipe adverse. Alors là, il faut en profiter, maximiser les courses justement dans ce couloir. Pourquoi pas profiter des centres? De toute façon, Kaïta Miti sait le projet de jeu qu'elle va mettre en place pour gagner cette équipe djiboutienne, mais aussi ne pas tomber dans l'euphorie. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du footballeur, de la footballeuse togolaise ou togolaise. C'est que dès qu'on marque un but, tout de suite, on croit que le match est déjà terminé. On ne se reconcentre plus. On croit que tout est déjà plié et donc ça marche un peu à pas de sénateur, ça se gère trop bien et parfois l'adversaire se réveille et sur un coup de pied ou un coup de tête, tout de suite la différence se fait voir. Donc je peux dire qu'à Wedikou d'être responsable, au niveau de milieu de terrain, Nitengma ou Amira d'être également responsable. En défense, oui. On n'aura pas la capitaine, certes, qui joue milieu en même temps, courroie de transmission, mais également sur la ligne de but, que ce soit Amé Amoklou ou bien quelqu'un d'autre qui a été choisi, d'être responsable, d'être vraiment tenace du début jusqu'à la fin de cette partie-là. Ben, alors, donc, on va dire simplement, pour vous tous, on gagne ou on gagne? Oui, bon, c'est le souhait. Lorsque le Togo s'engage,
le vœu de tout le monde, c'est que la sélection gagne. C'est notre patrimoine. Maintenant, le regret derrière, c'est que les choses ne se font pas comme ailleurs. On gagne ou on gagne, Hugues, c'est ça? Oui, on gagne hein, par rapport à cette double confrontation. Je crois qu'il faut déjà maximiser au match aller. Et pour le match retour, je crois confirmer cette belle tendance. Donc, en tout cas, on croit à cette équipe, cette sélection dames, parce que c'est elle qui est aujourd'hui la vitrine du football féminin. Et je crois qu'elle doit quand même nous montrer que les expériences acquises lors de la participation à la CAN, que ces expériences, il faut valider ces expériences à travers donc, cette compétition. Donc, on gagne ou on gagne? Angelo. C'est ça, sans débat. Très bien, on gagne ou on gagne? On revient. À la dernière journée des qualificatifs CAN 2023 chez les éperviers hommes, le Togo affronte le Cap-Vert pour l'honneur ce dimanche au temple de Kégué. Alors, dans quel état d'esprit les éperviers jouent cette rencontre? C'est la grande question qu'on se pose, Franck. Oui, à les écouter, c'est qu'ils savent qu'il n'y a plus d'enjeu, qu'il n'y a rien à gagner, mais il faut être sérieux pour créer l'honneur, pour sortir, si on peut le dire, par la grande porte, même si le Togo s'est loupé sur la qualification et une troisième fois de suite, ça fait très mal. Et apparemment, les joueurs sont conscients que, oui, c'est une situation compliquée. C'est véritablement une déception de ne pas pouvoir être parmi les qualifiés pour la CAN à venir. Donc, il faut 24. se servir. Voilà, il faut se servir. Faut toujours préciser ça. Voilà, dans leur tête, il faut se servir de ce match pour peut-être entamer un nouveau cycle, pour peut-être, oui, se projeter sur les échéances à venir. Ça fait longtemps qu'on parle de recommencer un nouveau cycle. Eh bien, alors ça vient jamais. Hein, on verra bien. Angelo? Parfois, je suis... Moi, j'allais même vous poser une question précise, Angelo. Quel est l'intérêt de cette rencontre lorsqu'on sait que le Togo est déjà éliminé de la course? Ce qui est vrai, c'est que c'est une compétition déjà calée par la Confédération africaine de football. Il faut respecter le calendrier jusqu'au bout, à moins que vous démissionnez. C'est juste ça. Ça, c'est de 1. Ah, d'accord. Ça, c'est de 1. Il faut respecter le calendrier jusqu'au bout. Et de 2, le contexte togolais est tellement particulier, pour ne pas dire singulier. Paulo Duarte, dans ses éliminatoires, a eu du mal à vraiment s'imposer avec son effectif, à part le fait qu'on ait pu gagner les Swatini, qu'on n'a pas pu battre lors de la première journée ici à Lomé. Et in fine, pour lui, quand on regarde un peu sur sa feuille, le nombre de victoires n'est pas aussi reluisant. Défaite, voilà, on connaît. Et puis bon, il faut arriver enfin à gagner à la maison. Parce qu'après tout, lorsqu'un sélectionneur arrive à la tête d'une équipe nationale, d'abord, il veut avoir des résultats. Mais de 2 également, si les résultats sont très bons, le public derrière vous crée une sympathie autour de vous, et vous, en tant que sélectionneur, vous vous sentez, entre guillemets, pouponné, aimé, considéré. Donc, dans sa tête, il est passé par le Burkina Faso, on sait ce qu'il a produit là-bas comme résultat, et dans sa tête aussi, au Togo, il a envie de faire quelque chose. Sauf que, honnêtement, disons la vérité, le football togolais n'est pas en bonne santé. Que ce soit avec les joueurs locaux et ceux qui sont même à l'extérieur, ce n'est pas de la qualité. Maintenant, il fait avec ce qu'il a. Au pire des cas, moi, ça me fatigue, mais bon, il faut gagner à la maison pour, voilà, est-ce que c'est pour relancer un cycle, mettre en place une véritable dynamique pour les éliminatoires du mondial? Tout ça est possible, mais reste à savoir est-ce que les joueurs sont vraiment déterminés à jouer ce match à fond. Parce que jouer à fond, moi je dis, vous pouvez faire un 0-0, mais à la fin, le public peut vous acclamer. Parce qu'on a senti que sur le terrain, vous avez vraiment été... production. Absolument. Maintenant, face au Cap-Vert, Franck et moi, on a parlé un peu tout à l'heure à la rédaction. Est-ce que le Cap-Vert va aligner son 11 titulaire avec tous les joueurs que l'on connaît? Ou bien, bon, on va faire un turnover, histoire de se dire, ah tiens, bon, de toute façon, on est déjà qualifié, on ne va pas se fatiguer, faire encore partie des internationaux, sachant que dans 1 ou 2 semaines, on reprendra les championnats à l'extérieur ou sur le continent, le vieux continent. Donc voilà autant de paramètres pour Paulo Duarte pour terminer. In fine, il faut gagner, ne serait-ce que pour permettre à ce que le public voit comme quoi il y a un début ou un semblant de changement au niveau de la dynamique de jeu. Hugues, la dernière victoire du Togo à Lomé remonte pratiquement en 2019. Ça veut dire que ça fait un peu long. Date, hein, bien sûr. Ça fait environ 4 années.
que le Togo ne gagne plus à domicile. Et c'est toute la question, c'est tout ce qui donc constitue un casse-tête chinois pour le Togolais. Et on se dit, quelle thérapie pour ce football? On n'arrive pas toujours à trouver donc la thérapie qu'il faut. Hein. Est-ce que c'est le diagnostic qui est mal fait? Je ne sais plus trop. Est-ce qu'on a trouvé le médecin traitant qui pourra faire le meilleur diagnostic? Mais ça fait longtemps que le Togo n'a plus gagné. C'est ça. C'est peut-être quand même un record. Hein. Depuis 2019, pour une sélection à domicile, c'est vrai que le Togo ne gagne pas aussi beaucoup à l'extérieur. La victoire contre l'Eswatini, tout récemment, on peut dire que cette victoire-là, c'est une victoire qui tranche parce que quand vous faites les statistiques, le Togo ne gagne plus beaucoup à l'extérieur. Alors, 4 ans à ne pas gagner à domicile, je pense que c'est ce qui motive le premier intérêt de ce match-là. Oui. Parce qu'en écoutant Paolo Duarte, je crois qu'il met un point d'honneur sur ce match. Non seulement retrouver de la qualité dans le jeu, permettre à ce que cette équipe de la sélection togolaise, avec des joueurs convoqués, puisse continuer sur une dynamique enclenchée qu'on a vue lors des 2 derniers matchs, notamment contre Lesotho en amical et contre Eswatini, et surtout préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Et si Paolo Duarte a tenu à convoquer toujours des joueurs comme Alexis Romao, Djenda Konan et Kevin Denke, je pense qu'il est toujours dans cette optique-là. Et en l'écoutant en conférence de presse, il veut quand même donner de la confiance au public sportif togolais. Il veut améliorer un tant soit peu l'image qu'il a un peu écornée par rapport à ces matchs des éliminatoires, surtout les matchs disputés à domicile. Donc, moi, je pense que l'enjeu est quand même triple pour Paolo Duarte, parce que depuis qu'il est arrivé, il a certes posé un peu les bases au niveau de sa sélection, mais après 3 ou 4 matchs, il a eu quand même à changer beaucoup, et la presse lui a beaucoup reproché cela, parce qu'il a commencé les éliminatoires avec quelques certitudes, et après, on a commencé par faire un peu, à appeler de gauche à droite, pour chambouler l'équipe, et Franck ne lui a jamais pardonné ça. Pour chambouler l'équipe, et on se disait, mais qu'est-ce que Paolo Duarte veut faire concrètement? Mais aujourd'hui, je pense qu'il a fait un autre diagnostic, il a fait une certaine lecture, il est revenu un peu à de meilleurs sentiments avec son effectif. Alors on va voir ce que ça va produire ce dimanche au stade de Keke. Et puisque vous parlez de Paolo Duarte, justement, on va peut-être l'écouter par rapport à l'importance qu'il accorde justement à ce match-là, puisque Angelo aussi en parlait tout à l'heure. Alors, Paolo Duarte, quel est l'intérêt, quelle est l'importance de ce match pour lui? Dernier match. Pour moi, ce match, pour nous, c'est plus important que tous les autres. Pour 2 motifs. Premièrement, gagner à domicile. Je suis fatigué de très bien jouer et de ne pas gagner. Gagner, c'est fondamental pour préparer l'avenir, pour débloquer le psychologique et la tête du joueur. Cet objectif n'est pas plus important que la qualification, c'est sûr, parce qu'on a raté la qualification. Pour moi, nous sommes clairs la meilleure équipe qui joue meilleur football dans cette groupe. Malheureusement, on rate plus que les autres et on fait plus d'héros sur le bout que les autres. Et cette match, pour moi, c'est très important. Pour ça que je dis. Pour donner au public tout ce qu'il mérite, c'est voir son équipe, son pays à gagner chez nous. Et ça, pour moi, c'est la priorité numéro 1. On doit gagner, on veut gagner. Et j'espère que cette fois, on ne va pas rater cette chance encore de faire le plaisir à notre public. Mais cette victoire pour nous peut représenter beaucoup pour l'avenir. Peno, il va représenter beaucoup pour l'avenir. On a raté cette canne parce qu'on a gagné 3 matchs extérieurs, on n'a pas gagné un seul match à domicile. Voilà, Paolo Duarte est fatigué de perdre les matchs. Ouais, je suis fatigué de bien jouer, mais derrière je suis fatigué de bien jouer, mais de ne pas gagner. Nous produisons toujours les meilleurs matchs. Dans ce groupe, nous sommes derniers. Donc c'est quand même bizarre, mais bon. C'est paradoxal. Ouais. Et puis c'est paradoxal. Il a parlé même de massacre au niveau de production de jeu. Mais on massacre l'équipe. Au décompte final, le Togo on n'est jamais gagné.
Voilà, donc il va falloir profiter certainement de ce match, comme il le dit, pour gagner, pour peut-être sonner l'alerte positive désormais, pour sonner le déclic qui va peut-être amener le Togo à gagner à la maison, parce que ça fait un siècle, le Togo n'arrive plus à gagner. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème, ce qui veut dire que le casting peut-être est mal fait, ce qui veut dire que le plan de jeu n'est pas le meilleur pour les joueurs dont il dispose. Il a commencé avec un 4-3-3, maintenant il est sur un 3-5-2, bon, qui semble donner quelque chose. On va le voir sur des matchs assez consistants, pour voir si voilà, il est sur le bon chemin. Angelo, quelques commentaires, petits commentaires justement par rapport à cela. Il est fatigué, hein, à sa place, je dirais la même chose. Parce que c'est. Qu'il est fatigué de perdre. Oui. On ne peut que se fatiguer de perdre. À moins que vous êtes un loser né. Tout entraîneur, en tout cas expérimenté, qui a de l'ambition et qui a envie d'écrire ne serait-ce que sa petite histoire au Togo. À la tête d'une sélection, surtout celle du Togo, c'est qu'on a envie de faire de bons résultats. Sauf que, oui, pour l'instant, ça ne va pas du tout comme il aurait souhaité. Vivement qu'il trouve la formule qu'il faut pour vraiment arriver à mettre en place une équipe compétitive. Aujourd'hui, pour terminer, est-ce qu'il était capable de peut-être oublier tous ceux qui sont de l'extérieur et ne se focaliser que ceux qui sont sur le plan domestique? Point d'interrogation. Serait-il tellement critiqué ou pas? Point d'interrogation. N'oublions pas, pour terminer, que quand on est en sélection, il y a également une ribambelle, pour ne pas dire une carrière d'agents de joueurs qui tournent autour de le sélectionneur et qui proposent des joueurs, même s'ils ne sont pas bons, on fait croire que ce sont les meilleurs. Mais c'est ça le marché. On appelle ça le marketing. Le marketing. Et malheureusement, comme vous l'avez dit également, il en a été victime à une certaine période. En tout cas, oui, c'est vrai. Il y a du marketing, il y a du management. C'est aussi ça, le football. Et on ne peut rien. Tchakei Marouf, oui, longtemps absent, qui a commencé à revenir. Qu'est-ce qu'il pense, lui? C'est un entraînement léger, il ne faut pas forcer, vu que le voyage a été long. Ce n'est pas moi seul, il a parlé à tout le groupe d'être plus simple, sans pression. Voilà, on a essayé d'être léger. Voilà. Marouf, quand vous portez la tunique jaune, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que joueur? Et déjà, si je vois le maillot jaune, ça me dit beaucoup de choses. Si je vois encore le drapeau, vraiment, j'ai envie de mourir pour gagner tous les matchs possibles que je vais jouer pour ce pays. Je suis vraiment content d'être togolais et je continue à donner le meilleur de moi-même. Voilà. Le match du Cap-Vert, ça représente quoi? C'est très important. Vu qu'on joue à domicile, on doit tout faire pour gagner parce que c'est chez nous. Et aussi, ça fait un moment, le public togolais n'a plus vu la victoire. C'est impératif, on doit gagner ce match pour les faire plaisir. Oui, Tchakei Marouf qui a envie de mourir, justement, pour que le football togolais, pour que son équipe gagne, vivement que ça ne soit pas sur le terrain. Il faut qu'il reste en vie pour jouer. Il faut qu'il reste en vie pour... Il faut rester en vie avant de jouer, avant de gagner. Moi, le match allait été un peu trop frustrant pour nous, parce que très tôt, déjà à la 6e minute, on encaisse un but. Et ce but qu'on n'a pas pu égaliser jusqu'on encaisse encore un deuxième but en toute fin de partie. Ça veut dire qu'on a un problème donc d'entrer dans le match et on a un problème également pour finir. On a toujours dit alors qu'il y avait une telle débauche d'énergie dans le jeu pour pouvoir revenir au score, mais on a eu beaucoup de maladresse. C'est pour ça que Paulo Duarte dit qu'il a été le meilleur. Voilà. Dans le groupe. Sauf qu'au plan comptable, voilà, ça ne produit rien au plan comptable, c'est le Burkina et le Cap-Vert qui passe. Donc, je pense qu'il faut bonifier ce beau football-là produit par l'équipe nationale. Il faut bonifier tout simplement à travers le résultat. Kagba Taouli, lui, il est un néo-épervier, c'est bien ça, il est nouveau, donc on a convoqué. Ses sentiments, après cette convocation, il est dans l'effectif, on l'écoute. Ça fait vraiment plaisir que le coach ait eu confiance en moi. Le coach ait voulu travailler aussi avec moi parce que c'était pas facile de finir une saison passée comme ça en bonne forme et surtout finir au haut du tableau. Donc je crois que c'est mérité de venir ici. Ce match est très important pour nous parce que c'est un match qui se joue sur nos installations. On doit vraiment donner du plaisir au public parce que ça fait un bon moment que le public réclame à ce qu'il finisse
finissent ici en jouant à la maison. Donc je crois que c'est très important de gagner à la maison et surtout pour entamer les prochaines séances. Donner le meilleur de moi-même et surtout montrer que ce n'est pas du hasard. Quand je suis venu ici, c'est vraiment mérité. Oui, il semble mériter, il semble donc retrouver qu'il mérite d'être là, Franck. Fabrice Kagbataouli, le goal du Dynamique togolais. Je pense que c'est quelqu'un qui donne une bonne impression au championnat. Oui, une certaine sérénité dans les buts. Voilà, on vient lui donner sa chance, c'est à lui de la saisir. Parce que l'équipe nationale, la porte est ouverte tous les jours, soit vous rentrez, soit vous sortez. Donc il a sa chance et c'est à lui de la saisir. Agbagnon également, qui s'exprime en tout cas. Lui, il est déjà presque dans le groupe. Il revient. Je crois qu'il commence donc à gagner des galons comme ça se dit. On l'écoute. Déjà, je remercie l'effectif et la confiance du coach. On a bien débuté. Moi, je suis là depuis dimanche soir. Du coup, on a commencé les entraînements lundi. On a enchaîné le mardi. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Tout se passe bien. C'est le choix du coach. Pour le moment, et c'est le meilleur du moment qui sont là. Du coup, nous sommes obligés de faire avec. On va essayer de continuer sur cette lancée et voir la victoire le dimanche. L'objectif est toujours le même, toujours gagner. On est chez nous, ça fait un bon moment qu'on poursuit cette victoire. L'objectif n'a pas changé. Le coach a toujours insisté sur victoire. Du coup, on n'a pas l'obligation de perdre ou bien de faire de match nul. On ne doit rien lâcher, quoi. Nous sommes à fond là-dedans pour avoir un bon résultat le dimanche. Diallo, est-ce que c'est parce que le coach dit victoire qu'il faut gagner ou bien Non, je pense que peut-être l'interprétation, sûrement dans les discours après entraînement, discours entre eux-mêmes, les acteurs, ça doit peut-être revenir un peu plus, oui, lors des matchs, des éliminatoires. À chaque discussion d'avant-match, l'idéal pour Paulo Duarte, c'était de gagner, de progresser au niveau du classement, mais ça n'a jamais été le cas. Et peut-être là, sachant qu'il n'y a plus rien du tout à gagner là-dessus, à la fin, faisons nos plaisirs, mais au même moment, je voudrais pas que cela devienne une pression pour eux. À force de vouloir vraiment gagner ce match-là contre le Cap-Vert, vouloir trop bien faire. Parfois, vous loupez le contrôle bénin, vous ratez la passe qu'il faut, vous ne vous placez pas comme il se doit, vous placez un petit pied dans la surface de réparation et derrière, ça peut également être un engrenage autour de vous. Donc, vivement pour eux d'être sérieux, concentrés jusqu'au bout. Et à la fin, lorsque le public va ressortir du stade de Kégué, que tout le monde soit content. Pour achever mes propos en disant ceci, quand une sélection gagne, vous pouvez rester dehors de 21h jusqu'à minuit. Ça cause. On trouve toujours des éléments de discussion. Mais quand ça ne gagne pas, tout le monde dort. Chacun rentre dans sa chambre et basta. on ferme les volets. Tout le monde dort. Le dernier à écouter, donc aujourd'hui, dans cette émission, c'est bien le vétéran, Alexis Romao, l'inusable. Comment on dit ça? Oui, il est comme du vin. Il vieillit puisqu'il devient bon. Oui, il a même dit, dans tous les cas, je ne m'imagine pas en train de finir. On va l'écouter d'abord. Alexis Romao. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour ce CAN-là. On est très déçus. Après, il nous reste encore un match. Il faut rester concentré, même si on n'a plus rien à jouer. On joue devant nos supporters à domicile. Donc, on a cœur de bien finir chez nous à domicile. En plus, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné, si je me trompe. On a fait des bons résultats, mais on n'arrive pas à gagner. Donc, on a des bons matchs. Donc, ce serait bien de finir, comme je disais tout à l'heure, sur une bonne note à domicile et donner de la joie aux supporters. On a vu qu'il y a de nouveaux appelés. Comment vous jugez leur qualité, même si c'est le premier jour d'entraînement? Ouais, comme tu viens de dire, c'est le premier jour d'entraînement. Il vient juste d'arriver et ils découvrent le groupe. Qu'est-ce que c'est une sélection? Non, on avait des choses intéressantes. Donc, petit à petit, ils vont montrer leur qualité quand il y aura tout le monde. Je suis encore joueur de foot, on joue en Grèce. On a l'objectif de monter avec mon club en première division, donc on va tout faire pour avoir cet objectif en fin de saison. Chaque fois, on pose la même question, quand est-ce que je vais arrêter? Tant que je prends du plaisir à jouer au foot, je continuerai. Tant que j'ai la forme, Dieu merci, ça va, donc on est encore là. Voilà, c'est le terrain qui va me lâcher finalement. Ouais, près de 20 ans à sélection, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut savoir quitter les choses. Ouais, il faut savoir quitter les choses à une certaine période. Ouais, mais depuis, on n'a pas pu trouver quelqu'un qui puisse faire le travail comme lui. Mais c'est comme le disait, comme l'avait dit l'autre, Nimobé Daré, vous vous rappelez,
quand les gens ont commencé à crier, mais oh là là, Daré, il est vieux, il n'a qu'à partir. Il dit oui, mais écoutez, moi je vais bien partir, mais je ne vois personne venir. Mais c'est pas à lui de décider de voir quelqu'un de partir. Il faut aussi savoir quitter la sélection. Mais c'est un joueur qui n'a jamais triché et qui fait les choses quand il est là. Je pense que c'est un professionnel. Quand il va se sentir fatigué, je ne pense pas qu'il hésite à dire quelque chose dans ce sens. 39 ans, 40 ans 40 ans bientôt. Et voilà. Je crois qu'il est le seul rescapé de 2006. De 2006. Oui. Voilà, une carrière bien remplie. C'est pour ça que je l'appelle. C'est le grand doyen, le vétéran. Vraiment. C'est intéressant tout ça là. Bon, maintenant on revient donc au match proprement dit avec l'organisation autour. Hugues, justement, on reste avec vous puisque c'est Ben Sergio qui organise donc cette explication, en tout cas ce match. Et quelles sont les dispositions qu'on prend pour ce dimanche? Oui, ce sont les mêmes dispositions habituelles. Et on se demande, en organisant ce match, et comment le public allait réagir, puisque on a si bien planté le décor. Le Togo est dernier de ce groupe avant cette ultime journée. Mais il faudra jouer ce match qui est, comme l'a dit tous les acteurs l'ont dit tout à l'heure dans les différentes interviews, il faut quand même gagner. Nous jouons à domicile pour l'honneur, nous jouons pour le public sportif togolais. 4 ans que le Togo n'a plus gagné à domicile, c'est trop. Il faut rompre donc avec cette disette-là. Et au niveau de l'organisation, je pense que d'abord, le premier souci est de vouloir donc remercier tout le public sportif togolais qui, depuis le début de ces éliminatoires, malgré le fait que le Togo ne gagne pas, le public qui a toujours répondu à l'appel de la Fédération togolaise de football. D'ailleurs, ça s'est traduit à travers les prix des places, puisque justement, j'allais dire, pour une première fois, donc le prix des tickets a baissé drastiquement. Quelles sont les explications? À 500 francs CFA. Oui, pour les gradins. Oui, c'est pour remercier le public, parce que ce match, il faut remercier le public. Il faut remercier le public. Donnez 500 francs et puis on vous remercie. Venez soutenir les éperviers, venez soutenir cette sélection togolaise, parce que elle nous représente. C'est un peu comme pour dire rentrer gratuitement à 500 francs. Oui, parce qu'on sait que dans le championnat togolais, il y a des matchs qui sont à 1000 francs CFA. Donc, je pense que 500 francs CFA, c'est pratiquement une offre pour le public sportif togolais. Donc, pour les gradins et les tribunes couvertes, 500 francs les gradins, 1000 francs les tribunes couvertes, je pense que c'est quand même une opportunité pour permettre à tous les Togolais de venir, les 8 millions de Togolais de venir se retrouver dans le stade de Lomé jusqu'à 30 000 places. De venir encourager le public sportif togolais. Donc, je pense que c'est la première motivation par rapport donc, aux tarifs. Et la seconde motivation également, c'est que nous sommes quand même dans une nouvelle dynamique. C'est vrai que nous sommes pour l'instant pas très bien placés, mais à travers ce match, je pense que le sélectionneur est en train de voir d'autres perspectives par rapport à son effectif là. Et bientôt, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je crois que si le Togo arrive, et si le public sportif togolais arrive à toujours communier donc avec nos éperviers, je pense que déjà, ça peut être un début on va dire, de communion pour les éliminatoires qui arrivent, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on demande donc au public de faire massivement le déplacement. Les tickets sont en vente où, très rapidement? Les tickets sont en vente déjà à la FTF, à la Fédération togolaise de football, à la boutique Sergio. Ici également, à Sport FM, les tickets sont en vente. Et au niveau de la JCR également, je pense que ce sont les points de vente de ces... Les points essentiels. Les points essentiels. Et puis dimanche, les tickets seront en vente au stade de Kégué. Donc faites massivement le déplacement pour aller soutenir donc, nos éperviers qui veulent
rompre avec l'immobilisme et surtout la disette et redonner le sourire donc, à tout le public sportif. Merci donc Hugues d'être venu justement pour nous apporter toutes ces informations autour de l'organisation. Merci également. Angelo, il y a quelque chose à mettre sous la dent concernant les Togolais de l'étranger? Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils sont... Il n'y a plus d'impôts, ils sont tous là. Ils sont tous ici. On va les voir dimanche. Oui, c'est une occasion de dire, bon, ok, allez les voir dimanche. Voilà. Oui. N'est-ce pas, Franck? Il faut aller les voir. Voilà. Les auditeurs, vous voulez réagir? C'est sur le 92 03 60 31, 97 24 26 26. Les dernières minutes vous appartiennent justement pour nous dire comment on se prépare pour ce match ultime de ces éliminatoires 2023. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Emile Bon. Oui, comment vous appelez? Oh, je vais bien. Oui, maintenant, comment vous appelez? Je m'appelle Étoilis. Étoilis, oui, c'est l'Étoilis. Oui. Ma question, ce qui m'énerve concernant nous... Vous êtes encore énervé avec tout ce qu'on a donné comme explication? Là-bas, Kodo-Fodo, entre-temps, le moment que nous avons perdu contre le Cap-Vert, même Cap-Vert au Maroc, là, il est revenu, il a organisé un tournoi. On lui avait posé la question concernant son tournoi et le match qu'il a perdu contre le Cap-Vert. Il disait, on a pêché un peu. Regardez, ça m'a beaucoup blessé le cœur. Le match là, qu'il a perdu, regardez le mot là, on a pêché un peu. Ça veut dire quoi? Le public, la vie va partir un jour, mais nous, le public, nous sommes toujours là. Anani. Donc, au moins, ça dit quand vous perdez un match, donc si on pose la question, il faut savoir répondre. Si vous n'avez rien à dire, il faut se taire, c'est mieux. D'accord, mais vous serez là dimanche quand même. D'accord, c'est ça qui est essentiel. En tout cas, il faut comprendre également Fodo là-bas. Il donne certaines explications. Bon, même si vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont il répond, écoutez, bon, ça va aller. D'accord, au revoir. Merci. Oui. Un autre peut-être qui va réagir aussitôt. Allô, bonsoir. Bonsoir, on vous appelle? Je m'appelle Maman. Maman? Oui, je suis quand j'étais. Ah oui, quand j'étais. Maman, oui. Ah oui, c'est monsieur Etienne. Oui. Bonne émission. Merci beaucoup. On vous maintenant, vous pouvez aller? Ok. Bon, donc maintenant, ils veulent jouer pour l'honneur. Ce n'est plus la qualité. Non, pas qu'ils veulent jouer. Ils doivent jouer pour l'honneur. Et l'honneur, vous jouez pour l'honneur, ça veut dire qu'il faut gagner. C'est ça, non? Mais il faut gagner. Bon, s'ils arrivent à gagner, ça sera bon. C'est pour mettre au moins tous les publics sportifs un peu, donner un peu les publics sportifs un peu la joie, quoi. D'accord. Pour la dernière match, parce que ça ne vaut plus rien, mais ils n'ont qu'à faire toujours pour gagner le match. Sinon, vraiment, c'est un peu... Moi, je suis tellement découragé de ce qui se passe. Vous serez au stade quand même? Je vous demande, c'est au niveau de l'organisation qui pose des problèmes au début des éliminatoires. Nous, on ne commence pas plus tôt. Donc, c'est à la dernière minute, on veut tout faire pour se qualifier, alors que c'est trop tard. C'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau des ministères, c'est au niveau des fédérations. On ne comprend pas. Est-ce que vous serez au stade? Est-ce que vous serez au stade vous-même? Non, je ne serai pas. Parce qu'il faut avoir le courage de dire la vérité. Je vous ai plusieurs fois dit, il faut demander Franck Yama, je vous ai plusieurs fois dit que quand nous on était à Cotonou, 98, 99 jusqu'à l'an 2000, nous on cotise l'argent, on prend bus sur Cotonou, Lomé, on vient, on s'ouvre le match. C'est devant moi-même en Tata est devenu les, comment dire, gardien, le gros, il a remplacé l'autre contre le Maroc. D'accord. Oui. Contre le Maroc, Togo, à Tégela, le jour où nous avons gagné à la dernière minute 1-0 là. Et moi, j'ai interdit. Après ça, tu t'es interdit de venir au stade. On a compris, maman, merci beaucoup. Oui, merci. On a compris, mais enfin, ayez le courage, reprenez. Vous savez, c'est d'abord un jeu. Mais aussi le football, c'est vrai que ça unit. Il faut commencer donc à aller au stade et vous allez voir que vous allez encore avoir envie d'y retourner. Voilà, merci Angelo, merci. Tout le plaisir, Rémi. Franck? Ça a été toujours un plaisir.
Merci également à Hugues Vignon-Atticon d'être venu donc nous parler de ce match, l'organisation de ce match. Merci à Elom devant pour la caméra. De l'autre côté, à baie vitrée, c'est bien. Pélagie Mekoum. Moi, je m'appelle Aimé Le Bon. Au revoir.